Bienvenue dans le KGB, l'endroit où je reviens sur des figures marquantes de l'histoire. Je suis Lucie et pour cet épisode, je vais revenir sur la vie tragique de Rosemary Kennedy. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de la lobotomie, mais surtout de ses conséquences. Mais Lucie, en fait, c'est quoi concrètement la lobotomie ? Donc une lobotomie, c'est une opération qui consiste à retirer une partie du lobe frontal afin de séparer le cortex préfrontal du cerveau. Donc faut savoir qu'en fait la lobotomie ça commence dans les années 30, mais plus précisément en 1935, quand deux chercheurs américains constatent la diminution des réactions de colère et de frustration chez une femelle chimpanzé, après lui avoir enlevé une partie du lobe frontal. Donc cette expérience, elle inspire le neurologue portugais nommé Egas Moniz, qui pratique et élabore dès 1935 la locotomie, ou ce qu'on appelle plus communément la lobotomie. Donc sa première opération, elle se déroule sur une ancienne prostituée de 65 ans qui présentait comme symptôme de la mélancolie, ce qui deviendra plus tard la dépression. Donc il perce 2 trous de chaque côté de son crâne et il y injecte une solution à base d'alcool, ce qui permet en fait de détruire les fibres blanches qui relient le lobe frontal, ce qui est situé à l'avant du cerveau, au thalamus qui est situé au centre. Donc cette opération, elle vise à vérifier l'hypothèse selon laquelle altérer les connexions entre le lobe frontal et le reste du cerveau compliquerait l'intégration des émotions, donc limiterait l'angoisse, la frustration, la colère ou toute autre manifestation négative traditionnellement associée à la maladie mentale. Moniz, lui, il observe au réveil de sa patiente qu'elle est égarée, elle se trouve incapable de dire son âge ou d'identifier le lieu dans lequel elle se trouve. Il conclut à un assagissement du caractère et à une diminution des crises. Après cette opération, qui lui juge réussie, il étend la liste des maladies et des troubles soignables par la lobotomie. Donc on y retrouve l'hystérie, le trouble hypocondriaque, la paranoïa et la schizophrénie. En 1936, Moniz y présente les premiers résultats de sa procédure à l'Académie de médecine de Paris, où en fait il publie le compte-rendu dans un ouvrage qu'il a intitulé « Tentative opératoire dans le traitement de certaines psychoses ». Faut savoir qu'en fait, il fait face à une réponse qui est très négative de la part de ses pairs, et en fait, son traitement, il est totalement mis de côté. En vrai, en parallèle, en Amérique, le psychiatre Walter Freeman, lui, est convaincu de l'intérêt de cette opération, et donc il convainc un de ses collègues neurochirurgiens, James Watts, de continuer les recherches avec lui. Le duo se lance dans une première série d'opérations, et il faut savoir qu'ils enregistrent des résultats assez comparables à ceux de Moniz. Donc un tiers de patients est considéré comme guéri, un tiers amélioré et un tiers inchangé. Donc ces résultats, ils sont fournis sur la seule base des symptômes psychiatriques qui ont été observés avant l'opération, avec un recul qui en fait n'excède jamais quelques mois. Il faut savoir que le point fort de Freeman, c'est qu'il est vraiment ultra proche des médias. C'est le premier à convier la presse dans la salle d'opération, comme par exemple Tom Henry, journaliste scientifique du Washington Evening Star, qui lui-même écrira donc entre guillemets, l'une des plus grandes innovations chirurgicales de cette génération. Et donc il faut savoir qu'en fait les plus grands journaux américains de l'époque, ils font part de cette pratique à travers vraiment beaucoup d'articles. La lobotomie, elle est vue comme un miracle qui pourrait résoudre en fait la folie. Et à travers cette stratégie, Freeman, lui, il popularise cette pratique avec du spectacle. Il a compris que son succès, ça dépend de la foule et en fait non plus de ses pairs. 10 ans plus tard, en 1946, Freeman il invente une nouvelle technique qu'on appellera la lobotomie par pic à glace. En gros, il remplace le locotome, donc c'était l'outil qui était utilisé pour injecter la solution à base d'alcool, par un pic à glace. Il anesthésie ses patients par une série d'électrochocs et il pratique l'opération en passant donc par la cavité oculaire et non plus par 2 trous du côté du cerveau. Freeman lui réalise les premiers tests avec un pic à glace domestique avant de faire fabriquer un prototype qui est similaire. Faut savoir qu'à la base, vraiment, Freeman, il est pas du tout autorisé à opérer. Et c'est pour ça qu'en fait, il s'est associé à James Watts. Néanmoins, avec sa nouvelle technique du pic à glace, il peut opérer sans cadre opératoire strict. Donc par exemple, il n'a pas à respecter des conditions d'hygiène. Il commence à pratiquer cette lobotomie dans un cabinet, mais voyant que cette technique, ça peut permettre de décharger les asiles psychiatriques, il décide d'enseigner cette pratique dans tous les établissements publics de santé mentale du pays. Et en plus de ça, étant un passionné de voyage, à bord de son camping-car, qu'on surnomme ironiquement la lobotomobile, il arpente les États-Unis et enseigne cette technique,
mais en profite aussi pour pratiquer à la chaîne, avec environ 25 patients par jour pour seulement $25. Donc Freeman, il est vu comme un grand médecin de son temps car sa technique est dite révolutionnaire. Et en plus, elle s'avère être super légère, ce qui veut dire que le patient il subit l'opération et il peut directement rentrer chez lui. En plus de ça, elle est adaptée à des établissements qui sont vraiment peu équipés en matériel, donc chirurgical ou même médical en général. Turning now to the operation itself, very little preparation is necessary for transorbital lobotomy. This patient came to the hospital this morning after breakfast, and if all goes well, she will leave tomorrow afternoon. Pour finir le contexte, en 1949, la lobotomie elle connaît un âge d'or en Europe et permet à Moniz de gagner le prix Nobel de la médecine. Voilà un peu pour le contexte, mais en vrai de vrai notre épisode il porte pas sur ça mais plutôt sur Rosemary Kennedy. Pour commencer avec ses parents, Joseph Kennedy, lui, est un politicien américain né dans une famille politique de la Nouvelle-Angleterre. Il a fait fortune dans les films, le whisky et l'acier. Rose Kennedy, sa mère, elle vient d'une famille d'aristocrates catholiques. Ensemble, ils se marient en 1914 et ont 9 enfants. Rosemary, elle naît le 13 septembre 1918 à Brooklyn, dans le Massachusetts. Elle est la 3e enfant et la fille aînée de la fratrie. Il faut savoir qu'il y a vraiment une légende qui entoure sa naissance. En fait, en 1918, les États-Unis sont touchés par une épidémie de grippe espagnole. Et le médecin qui assistait à l'accouchement aurait été retardé avec d'autres patients. Et donc, n'ayant pas de médecin présent, on aurait demandé à Rose d'empêcher la naissance de l'enfant en gardant les jambes serrées. Selon la nourrice, ça aurait duré pendant des heures. Et donc, beaucoup pensent que ce serait la cause des problèmes mentaux que va développer Rosemary à la suite en fait d'un manque d'oxygène pendant l'accouchement. En effet, pendant qu'elle grandit, sa famille remarque qu'elle est plus lente, prenant plus de temps à apprendre à marcher que ses frères et sœurs. En plus de ça, elle éprouve aussi des difficultés d'apprentissage. Rosemary was slower to walk and talk. As she grew, it became more and more obvious that Rosemary could not really move beyond, say, a 3rd or 4th grade educational level. Being at the table, she wasn't up to the complicated conversation we'd have or the political discussion. Sa famille, elle cache et elle déguise ses handicaps afin d'éviter d'être stigmatisée et associée à de mauvaises gènes. Effectivement, la famille Kennedy, elle s'est inscrite dans la politique américaine. En 1938, Joseph est nommé ambassadeur des États-Unis à Londres par le président Franklin Roosevelt. De plus, ses grands frères, Joseph Jr. et John, eux se destinent à la politique et surtout au rôle de président des États-Unis. En Grande-Bretagne, Rosemary et sa sœur Kathleen se font rapidement remarquer par la presse, ce qui leur permet d'intégrer de nombreux cercles d'intérêt britanniques. Pour cause, en mai 1938, elles sont présentées au roi George et à la reine Elisabeth à Buckingham Palace. L'année suivante, la guerre contre l'Allemagne est déclarée en septembre. La famille Kennedy décide de rentrer aux États-Unis, mais seule Rosemary et son père restent quand même à Londres. En parallèle, Rosemary, elle est envoyée à Belmont House, une école Montessori, avec une éducation qui vise à rendre autonomes les enfants, avec un apprentissage doux et qui encourage à l'exploration. Cette décision, elle visait d'abord un but purement égoïste. En fait, en éloignant des médias et de la presse, Rosemary, elle évite de porter préjudice à la carrière de son père et de ses frères. Effectivement, la plupart de ses apparitions publiques, en fait, sont marquées par des faux pas et des maladresses, ce qui a entraîné forcément des conséquences. En 1940, Joseph et Rosemary décident quand même de retourner aux États-Unis après que Joseph ait eu des mots négatifs sur la possible victoire de la Grande-Bretagne dans la guerre. Il faut savoir que le retour, il est désastreux. Elle régresse et les progrès qu'elle a réalisés à l'école Belmont s'évanouissent. Elle devient sujette à de violentes crises d'épilepsie et crises de colère. D'après sa sœur Eunice, à 22 ans, elle devenait de plus en plus irritable et difficile. Un peu pour résoudre en fait ce problème, entre guillemets, la famille Kennedy, elle va décider de trouver plusieurs solutions. La première, ça a été de l'envoyer dans un couvent. Problème, Rosemary, elle défie les règles qui sont imposées et elle fugue constamment. Donc la seconde, et j'espère que vous me voyez, ça a été de la traiter par lobotomie. En fait, en 1941, Joseph, il décide, dans le dos de tout le monde, d'autoriser le docteur Freeman et Watts à pratiquer la leucotomie, donc avant la technique du pic à glace. Freeman, il promet à Joseph que sa fille, elle peut être guérie de ses troubles et qu'en plus, elle serait ultra disciplinée. Faut savoir que pendant l'opération, Rosemary, elle est totalement éveillée
et consciente de ce qui se déroule. Et du coup, lorsqu'il commence à sectionner les lobes frontaux du cerveau, elle perd connaissance de douleur. Donc cette opération, ça a été un échec cuisant. Elle perd la parole et toute faculté de mobilité. En gros du gros, elle peut ni parler, ni bouger aucun membre de son corps, que ce soit les mains ou les jambes. Il faut que je fasse un peu une pause dans cette histoire, parce que en fait la lobotomie, c'était vraiment la solution à tout et n'importe quoi au cours des années 40 à 60. Au début, c'était la manière de traiter l'hystérie, aussi une maladie vraiment bouche-trou pour un comportement qu'on dit, entre guillemets, contre les normes sociales. Puis, la liste des symptômes que peut traiter la lobotomie n'a fait que de s'agrandir en passant par des troubles qui sont psychologiques, mais aussi tout ce qui est changement d'humeur. La question qui peut être posée aujourd'hui dans cet épisode, c'est est-ce que la lobotomie permet de limiter les préjudices que le comportement du malade porte à son entourage ? Pour ce qui est de la famille Kennedy, Rosemary, elle représente un risque pour la campagne politique et la réputation que soit de son père ou de ses frères. De peur qu'on parle d'un mauvais gène, d'une famille de fous, on a décidé que Rosemary, elle soit plus visible. On a vraiment honte d'elle. Cette lobotomie, elle implique de diminuer cognitivement et affectivement Rosemary, afin de la rendre conforme à la société et aux attentes de la communauté sociale. Le critère de guérison, c'est l'intérêt du groupe et non plus l'intérêt de l'individu. Donc la lobotomie, c'est une pratique qui est consciente pour stopper un certain comportement qui porte préjudice au bon fonctionnement du groupe. Son but, il est plus de guérir, mais vraiment de contenir. Voilà, revenons maintenant à Rosemary. Donc après l'échec de sa lobotomie et sur les recommandations de l'archevêque Cushing, Rosemary, elle est envoyée à l'école Sainte Coletta pour les enfants exceptionnels à Jefferson, dans le Wisconsin, où en fait elle y vivra tout le reste de sa vie. Certains docteurs décident qu'elle n'a pas le droit de recevoir des visites et pendant un très long moment. Et on pense que ça a probablement été ordonné par Joseph pour encore une fois éviter tout ce qui est rumeur de folie. Eunice, la 5e enfant, c'est elle qui est vraiment la plus proche de Rosemary. Et en 1962, elle lance un camp de jour d'été dans sa propriété pour les enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle. Ce camp, il évolue rapidement en Special Olympics, une compétition mondiale qui implique 1,4 million d'athlètes de plus de 150 pays. Almost every American family at some stage will experience or has experienced a case of mental affliction. Rosemary, elle décède le 7 janvier 2005 à l'âge de 86 ans. En termes d'héritage, Rosemary, elle a inspiré sa sœur pour la création des Special Olympics, comme on vient de le voir. Du côté de son célèbre frère président, John, elle l'inspire à initier une législation globale conçue pour améliorer la qualité de vie des Américains handicapés. Jean, l'avant-dernier enfant, lui, initie les Very Special Arts, donc une organisation internationale sur les arts, l'éducation et le handicap. Finalement, son neveu, Anthony Shiver, initie Best Buddies International, qui se compose de bénévoles qui créent des opportunités pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale. En plus de tout ça, des hôpitaux, des écoles et d'autres installations similaires dans le monde ont été nommés en l'honneur de Rosemary Kennedy. Demonstrating to the entire world that disabled people are not unable and that each and every person on our planet deserves a full and fair chance to make the very most of their own ability. Donc pour conclure cet épisode, il faut savoir que la lobotomie, c'est un sujet de recherche aujourd'hui. Cette pratique, elle a été très populaire, mais elle a manqué de recul scientifique sur les conséquences. On estime près de 40 000 opérations aux États-Unis, dont 5 000 rien que l'année 1949. Freeman, lui, en aurait pratiqué plus de 350 000 sur 30 ans. Donc il faut savoir que sur tous ces chiffres, environ 85% des opérations, elles ont été réalisées sur des femmes. En France, 3 neurochirurgiens ont publié en 2017 une étude dans laquelle ils ont fait l'état de 84% de femmes lobotomisées sur 1340 patients en France. Néanmoins, il faut un peu prendre tous ces chiffres avec des pincettes. Selon les sources, le pourcentage il change, même si on constate que les femmes restent quand même majoritaires. L'insuffisance des données et les problèmes de biais de recherche identifiés ne permettent pas en fait de porter avec certitude ces affirmations. D'un autre côté, aux États-Unis, Howard Dolly, lobotomisé à l'âge de 12 ans à cause de crises de colère envers sa belle-mère, d'un comportement rêveur et du refus de se mettre au lit le soir, a créé une organisation caritative contre la maltraitance infantile et la recherche des anciens patients du Dr Freeman.
D'un autre côté, les familles des patients ont toujours souhaité que le comité du prix Nobel retire en fait ce prix au docteur Moniz. Mais les représentants ne trouvent aucune raison de s'indigner de cette attribution. En 2005, l'historien Lerner, il a publié une étude sur les conséquences de la lobotomie. Et d'après lui, dans 10% des cas, l'intervention a permis d'améliorer l'état de santé du patient. En tout cas, malgré vraiment toutes ces initiatives, les instances du prix Nobel sont fermes. Le nom d'Edgar Moniz restera parmi les lauréats. Du côté des Kennedy, il reste vraiment beaucoup de secrets autour de Rosemary. Beaucoup de chercheurs s'interrogent sur des possibles abus qu'elle aurait pu vivre de la part de son père lorsqu'ils sont restés tous les deux à Londres, ou encore, pareil, de possibles abus vécus dans de nombreuses institutions qui l'ont accueillie. En vrai, on n'a pas vraiment de preuves concrètes, mais c'est une question qui reste encore en suspens, parmi en fait beaucoup d'autres, parce que Rosemary a été vraiment effacée, que ce soit de la vie des Kennedy ou de la vie en général. Je finirai en fait par une petite anecdote. Faut savoir que la famille Kennedy, elle est vraiment entourée par, entre guillemets, une grosse malédiction. En fait, la plupart des membres de la famille ont vécu une fin tragique. À peu près dans l'ordre, le fils aîné, Joseph Jr., préparait toute sa vie à être président, est tué au combat en 1944, alors qu'il était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. John, 35e président des États-Unis, assassiné par balle dans sa voiture présidentielle à Dallas, dans le Texas. Rosemary, victime d'une lobotomie, ratée qui plus est. Kathleen, qui décède dans un accident d'avion en Ardèche. Rambert Francis, lui, est abattu à l'issue d'une réception organisée pour célébrer la fin de la campagne pour les primaires démocrates à la présidence des États-Unis en Californie. Et finalement, il faut savoir que Joseph, le père, lui, meurt après une série d'attaques en 1962. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet vous aura plu et aussi permis de découvrir Rosemary Kennedy et aussi, surtout, la lobotomie et les dégâts que ça a pu provoquer sur les personnes et leurs entourages. Perfectly normal children, some of them brilliant. And then we still had this child who was retarded.